Donc vous avez l'amour au premier niveau vibratoire, c'est-à-dire la première démarche de l'amour, c'est l'amour du besoin. C'est en gros ce que vivent la majorité des gens. Hein. Quand j'appelle l'amour du besoin, c'est qu'on est amoureux parce qu'on est en demande de quelque chose. Alors que ce soit un besoin physique, un besoin émotionnel, un besoin de complémentarité avec l'autre. Et il y a encore un cas, c'est, vous savez que je vais essayer de vous en donner le maximum en un minimum de temps. Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites et je vous l'explique un peu plus approfondi. Vous savez que chaque être humain est porteur en lui d'une partie d'anima et d'une partie d'animus. Tout le monde sait ce que c'est, hein? Bon. L'anima, c'est la partie féminine et l'animus, c'est la partie masculine. Donc, hormis le besoin, il y a certaines personnes qui vont chercher chez l'autre la reconnaissance de leur partie. Alors, pour une femme, elle va chercher l'animus chez l'homme, et pour un homme, il va chercher l'anima chez la femme. D'accord ? C'est justement pour expérimenter et connaître sa partie féminine et la femme sa partie masculine. Donc voilà. Là, c'est l'amour, on va dire, que vivent la plupart des gens actuellement. Hein, c'est l'amour du besoin, ou ce que je vous explicite. Après, il y a l'amour au deuxième niveau vibratoire, qui est on aime l'être. Alors, je vais vous l'expliquer parce que certaines personnes confondent un peu, parce qu'ils me disent « Ah, mais moi, j'aime la personne avec qui je suis, j'aime l'être. » Non, vous aimez ce que la personne, elle vous amène. Vous n'aimez pas l'être. C'est différent. Quand on dit l'amour de l'être, c'est aimer la personne sans le besoin, sans la complémentarité, sans tout ce que je vous ai explicité maintenant. C'est-à-dire, on aime l'être dans l'état, en l'état. Voilà. D'accord ? On n'attend rien de la personne, on aime la personne telle qu'elle est, sans rien attendre, sans avoir besoin de rien, sans être en demande de complémentarité, sans être en demande de découverte de son anima et de son animus, d'accord ? On prend l'être comme il est. Oui, mais quand même, c'est pas vous fausser ça, parce que même si on prend l'être tel qu'il est, automatiquement, il y a un retour de sa part. Donc, on retrouve, enfin, comment dire, oui, ne pas être conscient de ce que la personne nous apporte et sur ce que nous sommes en demande. Je me suis mal expliqué. Non, je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est sûr qu'il y a un retour, mais c'est pas un retour de besoin ou de demande. C'est d'être à être. C'est pour être l'amour de son enfant. Ça ? L'amour de son enfant. Non, ça c'est différent, on y viendra après, c'est l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, c'est encore une sous-classe. Ben, quand on aime l'être, on n'est pas en besoin, on n'est pas dans la dépendance. C'est surtout la dépendance. Au premier niveau de l'amour, on retrouve souvent la dépendance. Par rapport aux blessures, vous voulez dire ? Non, par rapport à la personne. C'est-à-dire quand la personne elle n'est pas là, on n'est pas bien. Quand la personne elle cesse de nous amener ce dont on a besoin, on n'est pas bien. On est en demande, d'accord ? Il y a une certaine forme de dépendance. Voilà. Quand on aime l'être, tout ça, ça disparaît. Tout ça disparaît. On aime l'être. On n'est pas mal quand il n'est pas là, puisqu'on l'aime. D'accord ? On l'aime pas pour ce qui nous amène, on l'aime pas pour ce qui nous comble, on l'aime. C'est tout. Donc quand il n'est pas là, on est en manque de rien, puisque on ne prend rien chez lui. Hein ? On aime l'être dans son entièreté. Et pour ce qu'il est. Aussi pour ses défauts. Mais ça, c'est le premier niveau. Voilà. Voilà. Bon, dans le deuxième, non. Dans le deuxième, on prend l'être tel qu'il est. Mais bon, il y a des êtres qui masquent, si vous voulez. Oui, mais ça, c'est au premier niveau. C'est pas dans celui que j'explique. Mais de toute façon, j'y reviendrai, comme ça vous comprendrez. Voilà. Et après, vous avez donc l'amour au troisième niveau, enfin, de niveau vibratoire un peu plus haut. À l'heure actuelle, il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle l'amour universel. En réalité, l'amour, ils l'ont appelé comme ça, mais c'est la vie. D'accord ?
C'est la vie, l'amour. C'est comme quand on dit, par exemple, alors ça, ce que je vous dis là, ça n'a pas de connotation religieuse, hein, mais quand on dit, par exemple, dans la religion chrétienne, Dieu est amour, c'est pas Dieu est amour, c'est Dieu, c'est la vie. D'accord ? Dieu a créé la vie, donc Dieu est amour. Donc au niveau vibratoire le plus haut, l'amour c'est la vie. Et c'est pour ça que les êtres comme Bouddha, Jésus, ils sont amour, mais en réalité, amour c'est la vie. Et d'ailleurs, dans les hautes doctrines, ou dans les hautes théologies, ou dans les hauts lieux d'études spirituelles, la vie c'est l'amour. Voilà. D'accord ? Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut mettre nous au niveau de l'individu et de l'ego. Hein ? D'accord ? Après, il y a une autre tangente, une autre différence qui revient souvent, c'est que les gens confondent l'état passionnel et l'amour. C'est encore différent. La passion, ce n'est pas de l'amour. D'accord ? La passion, c'est un influx émotionnel qui peut rendre, mais qui rend à plusieurs niveaux, qui peut rendre violent, qui peut rendre dépendant, et qui, à un niveau, je vais dire, le moins nocif, rend actif. L'émotion vous oblige à devenir actif. D'accord ? Mais il ne faut pas confondre passion et amour. Beaucoup de gens confondent. Hein, disent, moi j'ai eu le coup de foudre pour moi. Non, oui, le coup de foudre, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. D'ailleurs, la passion, on peut la reconnaître facilement parce qu'elle ne dure pas longtemps. Ça dure 2-3 ans au grand maximum. Et de la manière dont ça s'est déclaré très vite et très fort, ça s'éteint aussi vite et aussi brièvement. D'accord ? Donc, vous êtes tous d'accord sur la chose ? Oui. Ensuite, il faut bien aussi être conscient. Bonsoir. Bonsoir. Il faut aussi être conscient du fait que l'amour, comme on peut le vivre à notre époque, c'est très récent. Ça date que depuis les années 50. Avant les années 50, l'amour, tel qu'on le conçoit, c'était à but filial, à but politique, à but générationnel, mais il n'y avait pas, en réalité, le mariage, tout ça, c'était juste des arrangements. Il n'y a que depuis les années 50 où c'est un mariage avec de l'amour, d'accord ? Hein ? Non. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens. La révolution de l'amour, alors, en Europe, de par l'étude historique, elle a commencé au XIXe siècle. Voilà. Entre le XIXe et le XXe. Le mariage d'amour, le mariage d'amour, comme vous le stipulez, est arrivé aux alentours des années 50, c'est-à-dire dans la majorité des cas, les gens choisissaient leur partenaire, et plus pour un but familial, plus pour un but politique, ni pour un but générationnel, mais simplement pour leur épanouissement amoureux. Et ça s'est généralisé depuis les années 50. Alors si vous voulez avoir, comme je cite toujours mes sources, vous avez un petit livret qui est très intéressant à lire et qui justement raconte tout ça. En réalité, vous en avez deux, mais celui-là est c'est un des plus connus. C'est de Philippe Ariès et ça s'appelle le titre. Voilà, de toute façon, vous le retrouverez très vite. Hein. Et A-R-I-E-S. Philippe Ariès, c'est un historien des mentalités. Bon, c'est un historien à la base, mais
spécialisés dans cette démarche. Ensuite, il y a un livre aussi qui est sympathique à lire. Ça s'appelle La vie conjugale sous l'Ancien Régime. C'est de François Lebrun. Ça raconte aussi justement ce passage entre le mariage arrangé et le mariage d'amour. Et ensuite, vous avez aussi une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Jadis. Donc ça revient à ce que vous dites, peut-être quelqu'un la connaît. C'est une discussion entre une grand-mère et sa petite-fille. D'accord ? La grand-mère qui est dans le mariage arrangé et qui lui dit surtout ne te marie pas, prends des amants. Et la petite fille qui, elle, vit à notre époque et qui est dans le mariage d'amour et qui lui dit mais non, mais moi je vais me marier, c'est un mariage d'amour. Donc c'est toute chacun donne ses arguments et la grand-mère et la petite fille, elles se partagent chacun leur avis et c'est très plaisant à lire pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent lire. Hein. Voilà. Donc ensuite on va en revenir, donc je vous ai cité tout ça, c'est pour vous expliquer que l'humanité, en Europe, je ne parle pas du tiers-monde, tout ça, parce que là-bas on en est encore au mariage arrangé, on en est encore à la vente de la future mariée pour la famille, pour la dot, il y a des cas vraiment horribles encore, donc je vais vous parler de l'Europe. Dans les pays industrialisés. Donc voilà. Donc nous en sommes au mariage égotique. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, l'amour, et d'où en découle le mariage, c'est un mariage à but égotique, c'est-à-dire on va rechercher chez le partenaire ce dont on a besoin pour se constituer. Donc vous connaissez le vieil adage qui dit pour être heureux avec quelqu'un, il faut d'abord être heureux avec soi-même. Voilà pourquoi les relations. Alors je vais pas vraiment parler, c'est pas le mariage. Je vais parler de la relation à l'autre simplement, parce que le mariage c'est juste un acte religieux, donc il n'est pas représentatif de la relation à l'autre dans le cas de l'amour. Donc à notre époque, les relations amoureuses, elles sont complémentaires. Alors quand je dis c'est une relation à but égotique, c'est parce que par la relation à l'autre, on satisfait notre ego. On satisfait nos besoins en réalité, mais nos besoins égotiques et pas nos besoins spirituels. Parce qu'après, la relation à l'autre, on passe quand on a fait le travail qu'il faut sur son ego, on passe à la relation à l'être. Bon là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça change les données. Mais à notre époque, on en est à la relation pour la satisfaction de l'ego. Donc c'est pour ça qu'on en est à tous ces problèmes dans les relations à l'autre. Comme on est en recherche de quelque chose chez l'autre, on ne va pas vers la recherche de son épanouissement sentimental. On va juste chercher ce dont on a besoin pour se structurer soi-même. En fait, la logique voudrait faire l'évolution normale. On devrait passer du premier niveau au deuxième. Ouais. Et en fait, le divorce, les ruptures, du moins, elles interviennent entre les deux quand en fait... Non, les ruptures, elles interviennent parce que on va chercher chez l'autre à un moment donné ce dont on a besoin. Quand on a trouvé chez l'autre ce dont on a besoin, on le vit, on le mentalise, on le comprend, on l'intègre dans notre personnalité, ben après l'autre il ne sert plus à rien. Donc on va vers un autre partenaire pour continuer notre recherche. D'accord ? Alors, c'est vrai que ça peut... C'est le profit un peu et l'égoïsme, c'est ça ? Oui, déjà, même dans l'égoïste, il y a le mot égo. Oui, mais l'ego, c'est ce qui est tourné vers soi. Voilà. Donc, quand on est dans une relation égotique, on va chercher quelque chose dont on a besoin, nous. Et la personne avec qui on est,
elle va aussi chercher ce dont elle a besoin. Quand les deux parties ont trouvé ce dont ils ont besoin, donc on s'unit jusqu'à ce qu'on l'intègre. Bon, après, il y a des processus. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, moi, j'ai besoin d'être rassuré. D'accord ? Donc, je vais chercher quelqu'un qui me rassure. Allez-y, rentrez, asseyez-vous. Je vais chercher quelqu'un qui me rassure, d'accord, dans ma relation. Le jour où j'ai compris, le jour où mon évolution fait que j'ai compris pourquoi j'ai besoin d'être rassuré, pourquoi cet état de fait a été corrigé, après je n'ai plus besoin de la personne. Donc je vais la quitter et je vais retrouver une autre personne qui va me permettre de me structurer sur un autre côté de mon ego. Je peux donner un exemple. Oui, oui. Je suis pas d'accord. Bah allez-y. Quelqu'un qui est intéressé financièrement, Hum, il va se rassurer en étant avec quelqu'un qui a plus d'argent. hum. S'il la quitte, il n'aura pas pris de capital, mais forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il aura compris. Non, ça se passe pas. Non, mais je comprends très bien. Mais le fait, c'est pas de partir avec le capital. C'est que la personne, elle va comprendre que l'argent ne va pas forcément faire son bonheur. Donc elle n'aura plus besoin d'être rassurée par l'argent et de ce fait, elle va quitter la personne sans lui taxer le capital. Voilà. Si elle n'a pas eu le capital, elle peut partir parce qu'elle n'a pas eu le capital. Non. Bah, si. Non. Ça s'appelle ça s'appelle de l'escroquerie et de la manipulation. Voilà, c'est pas dans la structure de l'ego de la personne. Ça, c'est une personne qui veut manipuler et escroquer l'autre. Mais ça existe, c'est sûr, mais c'est une démarche différente. Vous en avez même qui se marient et qui assassinent le conjoint pour toucher l'héritage. Voilà, mais ça c'est des cas extrêmes. Moi, ce que je vous dis là, c'est un rapport de besoin égotique. Pourquoi on va vers telle personne? Quand on l'a réalisé, compris, ou quand on a évolué sur ce besoin-là, donc on a compris qu'on n'en avait pas besoin, eh ben on quitte la personne de la même manière. D'accord? C'est pour ça qu'on entend souvent qu'après une psychanalyse, les couples se séparent. Ou ils se séparent, ou alors ils entament une nouvelle, c'est une nouvelle relation, mais avec les mêmes protagonistes. Parce que chacun a corrigé, chacun a compris, donc ils repartent sur une nouvelle relation, mais c'est les mêmes personnes, mais qui ont évolué. À condition que les deux se corrigent dans ces cas-là. Ah ben oui, c'est ce qu'on appelle une correction en synchronicité, c'est-à-dire les deux en même temps, donc ils repartent sur une nouvelle relation, mais c'est les mêmes personnes, mais avec un niveau de conscience, ce qu'on appelle un niveau de conscience, vous savez tous ce que c'est, avec un niveau de conscience différent. Donc ils repartent sur quelque chose de nouveau quand même. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que les personnes qui n'évoluent pas, elles sont moins amenées à se séparer. mais non, Si on ne se rend pas compte, si la personne qui avait besoin d'être rassurée, si elle est toujours dans ce besoin toute sa vie, ben, la personne elle fera toujours office de pansement en face. Quoi. Oui, Elle mais sera satisfaite. je vais vous expliquer une chose, parce que c'est pas si simple que ça en réalité. Si vous êtes en couple, d'accord, et qu'une personne évolue dans un sens, et que l'autre personne n'évolue pas, eh ben, ça arrive à la séparation, parce que la personne n'aura plus besoin de ce que celle qui n'évolue pas a mené. Donc forcément, elle va se séparer. Hein. Ensuite, je voulais vous faire une petite parenthèse sur quelque chose qui est important et que beaucoup de personnes, bon c'est vrai, moi c'est mon boulot de me pencher sur et de penser à ces choses-là, mais je veux dire les gens quand c'est pas leur métier, ils pensent pas à une chose. Pourquoi l'amour finit toujours mal dans les films, dans les livres, dans les contes, pour qu'une histoire
d'amour, elle soit belle, il faut qu'elle finisse mal. Je n'invente rien, hein. Vous prenez même beaucoup de films, beaucoup de livres, histoire d'amour, ça arrive toujours à la fin. Il n'y a que dans certains contes, mais parce qu'ils ne sont pas interprétés comme il faut, mais l'histoire d'amour finit toujours mal. Ils se séparent, ils meurent, ils trouvent quelqu'un d'autre, voilà. Donc c'est une question. Hein? Ils se marièrent et Oui, mais ça, c'est pour ça que je vous ai précisé, parce que je la connais l'histoire. Hein. C'est pour ça que je vous ai précisé, sauf dans certains contes, parce qu'ils ne sont pas faits pour la même démarche. Les contes qui sont associés, alors peut-être un jour, si ça vous intéresse, je vous ferai une conférence là-dessus, sur les mythes et les contes. Non, ce sont des archétypes pour l'évolution de l'être. Ça n'a rien à voir avec le rêve. Le conte ou le mythe, c'est pareil. Vous avez plusieurs niveaux. Vous avez le premier niveau, c'est l'histoire. La Belle au bois dormant, les travaux d'Hercule, c'est très beau. Hercule, il a soulevé, il a cassé, voilà. Ça, c'est le premier niveau. Mais dans les contes et dans les mythes, vous avez le deuxième niveau, qui est un niveau spirituel, qui est un niveau d'évolution du niveau de conscience. Par exemple, les travaux d'Hercule, je vous en prends un au hasard, je sais pas moi, le lion de Némée, par exemple, eh bien, ce travaux-là, il est spécifique à l'archétype de dompter son côté primaire par le mental. Voilà. Après, vous avez, par exemple, les écuries d'Augias, les écuries d'Augias, ce travaux d'Hercule est spécifique au nettoyage de la matière par l'esprit. L'eau. Vous connaissez les écuries d'Augias? Voilà, Hercule, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, je fais très court. Hein. Hercule, il va détourner des rivières pour nettoyer les écuries d'un roi. Voilà. L'eau représentant le mental, les écuries et tous les excréments des animaux représentant la matière non spiritualisée. Donc Hercule, il va détourner les deux fleuves pour, par le mental, nettoyer la matière que nous sommes. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est le mythe au niveau spirituel. Alors, si vous voulez des ouvrages sur le fait, qui sont peut-être un petit peu difficiles d'approche, mais c'est les seuls qui existent vraiment et qui ont cette connotation définie, c'est les ouvrages d'Alice Bailey. Vous connaissez? Non. Bon. Ben voilà, Alice Bailey, c'est une dame qui a passé sa vie à écrire sur les travaux d'Hercule du côté spirituel. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, pour en revenir, que les mythes et les contes, c'est vrai qu'ils eurent beaucoup d'enfants à la fin, mais c'est une interprétation spirituelle. Donc ça n'a pas de connotation d'histoire d'amour égotique. Voilà. C'est parce que justement, c'est de l'amour au niveau de l'ego. Et comme c'est un amour de besoin, ça ne peut pas finir bien. D'accord? Vous comprenez pourquoi? Ou c'est abstrait? Donc ce qu'il faudrait, c'est l'altruisme. Non, ce qu'il faudrait, c'est l'amour au niveau de l'être. C'est-à-dire, on n'est plus au niveau de l'ego, on n'est plus au niveau du besoin, on n'est plus au niveau de la complémentarité de l'être, mais on passe à un niveau vibratoire de l'amour au-dessus. Voilà ce qu'il faudrait. Quand on veut vivre un amour qui finit bien, il faut passer au deuxième niveau vibratoire de l'amour. Donc, comme on en est tous au premier, il est de bonne loi de travailler sur soi pour pouvoir réussir ses relations sentimentales. Alors vous allez me dire comment on travaille sur soi pour réussir ses relations sentimentales. Déjà, il ne faut pas aller chercher chez l'autre ce que l'on est, mais chez soi. Or, c'est vrai que le vieil adage, il est très connu, mais il est très mal employé. C'est d'abord, il faut être bien avec soi-même pour être bien avec l'autre. Ensuite, la deuxième strate, c'est
il faut prendre en compte l'autre. Alors vous allez me dire, ah ben moi je prends en compte l'autre. Non, si vous êtes dans vos besoins, vous ne pouvez pas prendre en compte l'autre. Alors la prise en compte de l'autre, déjà, c'est de par son comportement, ne pas être nocif pour l'autre, c'est-à-dire respecter sa liberté. Alors vous savez très bien que l'état amoureux au premier niveau, eh bien, il y a quand même une certaine possession qui est complètement contraire à l'amour. Hein, la possession, c'est ce qu'il y a de pire pour la relation amoureuse. Donc possession qui engendre jalousie, qui engendre tout ce que vous pouvez imaginer de ce côté-là. Donc il est adapté de faire une étude sur soi pour savoir ce dont on a besoin ou la complémentarité qu'on recherche, d'accord, ou tout ce qui fait qu'on va rechercher dans la relation à l'autre quelque chose dont on a besoin et qui va forcément à un moment ou à un autre s'arrêter, donc finir la relation. Donc vous pouvez toujours répondre, moi je m'en fous, quand j'ai pris ce que j'avais à prendre, eh ben, je reprends un autre et puis je recommence de relation en relation. Et ça s'appelle de la consommation. Hein? Là vous êtes dans la société telle qu'elle est maintenant, matérielle, je consomme, voilà. Mais ça ne vous amènera pas à une évolution personnelle, puisque vous n'allez pas faire preuve de reconnaissance de ce dont vous avez besoin. D'accord ? Donc la relation à l'autre, elle est utile dans ce domaine-là. Alors quand je dis de relation à l'autre, ça peut être aussi amoureux, mais ça peut être aussi amical. Hein. Ça engendre la relation à l'autre, c'est-à-dire quelque chose de différent de soi. La relation à l'autre est intéressante parce qu'elle renvoie à la personne. Parce que ce qu'elle va renvoyer, c'est justement là-dessus que vous aurez à travailler pour vous corriger dans un certain domaine. D'accord ? Si vous avez, je vous cite un exemple, parce qu'il n'y a pas meilleur que l'exemple pour bien comprendre. Hein. Et après l'exemple, il y a quelque chose aussi qui est très performant, c'est l'expérimentation. J'ouvre juste un petit tiroir. Hein. L'expérimentation, c'est quoi ? Alors, à contrario de l'expérimentation, je vais vous parler du savoir et de la connaissance. Vous savez la différence qu'il y a entre le savoir et la connaissance ? Non. Bon. Alors, non. Le savoir, c'est j'ingurgite des tonnes de bibliothèques, des tonnes de livres. On ne comprend rien. Non. La connaissance, c'est pour comprendre. Non, c'est pas comprendre. C'est presque ça dit avec vos mots, mais il y a des termes bien spécifiques qui sont que le savoir, c'est emmagasiner du savoir et ne pas l'expérimenter. La connaissance, c'est emmagasiner du savoir et l'expérimenter. Parce que vous pouvez avoir tout le savoir du monde. Si vous n'expérimentez rien, ça ne sert strictement à rien. Ça sert juste du côté mental. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Vous n'êtes pas loin, mais il y a quand même des définitions avec des mots exacts qu'il faut savoir. Voilà. Qui sont plus. C'est pour pouvoir disserter entre nous sur des bases communes. Si chacun sort son mot, ça ira pas. Donc vous avez des définitions sur le dictionnaire qui sont bien spécifiques à chaque mot. C'est comme ça qu'on arrive à se comprendre. Si moi je vous dis bleu pour un élément et que vous l'appelez rouge, on ne va jamais se comprendre. Parce que quand je vais vous dire bleu, vous allez. D'accord ? Donc il faut avoir la même définition des choses pour pouvoir se comprendre. Voilà. Oui, j'ai connaissance et savoir, voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que toute chose dans la vie, si vous voulez que ça soit performant, si vous voulez que ça soit correcteur, si vous voulez que ça soit porteur pour vous, il faut l'expérimenter. Voilà. Donc là, je ferme le tiroir et je reviens là où j'étais. Je vous disais que les personnes que vous allez rencontrer dans vos contextes de vie, bon, peu importe, les personnes que vous allez rencontrer, elles sont porteuses d'indices de correction pour vous. Je voulais en venir là, donc je vais vous citer un exemple. Si vous rencontrez quelqu'un, vous avez une relation avec cette personne dans l'agression, par exemple,
Vous avez des relations comme ça conflictuelles où vous sentez l'agression qui est à fleur de peau entre les deux protagonistes. Alors quand j'ai des gens en consultation ou en coaching, ils me disent « Oh là là, mon conjoint il est agressif ». Alors ça prend quelques séances des fois pour leur faire comprendre qu'en réalité le conjoint renvoie l'agression dont ils sont eux-mêmes porteurs. Parce que quand on est dans l'agression, on rencontre des contextes agressifs. C'est justement pour que le contexte vous renvoie que vous-même vous êtes dans l'agression. Après, vous avez des gens, par exemple, qui disent « Oh là là, mon conjoint, qu'est-ce qu'il est jaloux ?» Moi, je ne suis pas jaloux pourtant. Et puis quand vous discutez avec la personne, vous apercevez qu'elle est jalouse, mais c'est normal, c'est ce que le conjoint lui renvoie. Et c'est ce que la personne renvoie à son conjoint. D'accord ? Donc, de par l'attention que vous portez à votre relation, vous pouvez en déceler ce qu'il y a à corriger chez vous, mais pas chez l'autre. Il ne faut pas chercher à corriger ce qu'il y a chez l'autre, parce qu'en réalité, vous vivez ça chez l'autre parce que vous l'avez vous-même. Mais si vous êtes avec un pervers narcissique, vous n'êtes pas forcément pervers narcissique. Voilà, c'est ça. Mais si... Non, mais je suis pas d'accord. Si vous êtes avec... Alors, je vais vous expliquer une chose. Vous avez aussi, là, je vous ai pris un genre de relation, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les relations de complémentarité. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. D'accord ? Donc, si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, c'est que vous avez un comportement qui permet à cette personne de réaliser sa perversion narcissique envers vous. C'est ce qui veut dire que vous ne savez pas poser vos limites, en gros. Voilà. Bon. Ceci étant dit, voilà. Donc, si vous voulez, je vous expliquerai plus, si ça vous intéresse, je vous expliquerai plus approfondi ce qu'est le pervers narcissique et pourquoi un pervers narcissique peut exercer son acte sur une personne. Non, mais c'est sûr qu'elle-même, je suis d'accord, elle se Voilà. débarrasse de ses peurs pour plus attirer. Voilà. Il faut surtout qu'elle pose des limites, parce qu'une personne ne peut être pervers et narcissique avec une autre personne que si cette personne l'admet. D'accord ? Sans ça, si moi demain je rencontre un pervers narcissique, parce que ça existe aussi côté féminin, ou une perverse narcissique, et que je lui dis écoute, stop, c'est terminé, tu passes ton chemin, moi je vais voir ailleurs, et bien le pervers narcissique, il fait rien, hein, et il va rester le bec dans l'eau, d'accord ? Donc, si le pervers narcissique, il peut imposer sa perversion, eh ben, c'est que la personne, elle admet, hein, c'est comme les femmes battues. Hein, les femmes battues, moi j'ai quand même un cursus hospitalier important, et je peux vous dire que les femmes battues, elles sont entre guillemets, elles adoptent un positionnement qui permet qu'elles soient battues. Parce que, oui. Oui, ça peut dire de toute manière de tas de choses, hein, ça peut être un conditionnement. Voilà, non, mais ce que je... Voilà, dans l'enfance, puis en tant que marié, puis en... Voilà, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que pour qu'une personne subisse ou fasse quelque chose, il faut que l'autre en face soit récepteur. C'est pour ça qu'on dit toujours dans les sphères spirituelles pour expliquer certains comportements, et c'est pour ça que je vous prends l'exemple le plus approprié, qui n'est pas très joli mais qui est approprié, c'est que s'il existe des bourreaux, c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour être victimes, et vice-versa. D'accord ? Donc, dans la relation à l'autre, et vous faites bien de poser cet état de fait, dans la relation à l'autre, c'est exactement ce système-là qui se passe. Votre relation, elle sera l'image de ce que vous êtes, en réalité. Voilà. Donc, de vos relations successives ou de votre relation unique, vous pouvez tirer les choses qu'il y a à corriger chez vous. Mais par exemple, Allez, ouais, Sylvia. ouais, je comprends, mais vous dites que quand il y a quelqu'un d'agressif en face de vous, vous êtes agressif. En fait, c'est vous qui êtes agressif. L'agressivité attire l'agressivité. Ça, c'est le mode miroir. Je comprends très bien Ouais. avec bourreau et victime, ça c'est clair. Mais par exemple, quelqu'un qui est agressif, si vous me criez dessus, hein, ça ne veut pas dire que moi je suis agressif. Moi je peux effectivement
poser mes limites et dire bon, mais moi j'accepte pas ça. Mais s'il m'écrit dessus, ça ne veut pas dire. Mais c'est ce que je vous explique. Vous avez le bourreau à victime et après, vous êtes libre. Si vous rencontrez quelqu'un d'agressif et que vous êtes capable de poser vos limites, ben vous allez dire hop, stop. Et la personne agressive, de toute manière, si vous êtes capable de poser vos limites comme il faut, vous n'aurez jamais affaire à une personne agressive. Jamais. Voilà. Si vous avez affaire à une personne agressive, c'est qu'il y a un bug derrière. Soit vous ne savez pas poser vos limites et l'agressivité de cette personne vous renvoie que vous ne savez pas poser vos limites. D'accord ? Ou alors vous êtes vous-même agressif. Et l'agression attire l'agression. D'accord ? D'ailleurs, Lao Tzu le disait très bien dans ses ouvrages. Les samouraïs, à l'époque, ils savaient, de par leur comportement dans la voie, ils n'avaient pas affaire aux gens agressifs. Les gens ne venaient pas les attaquer parce qu'ils dégageaient une telle force qu'ils n'avaient pas besoin de la montrer. D'accord ? Voilà. Donc tout ça pour vous faire le parallèle. Quand vous savez, alors on n'est pas tous des samouraïs, mais quand vous êtes capable de poser vos limites, ça fait le même effet que le samouraï. La personne, elle ne viendra pas vous titiller. Par contre, si vous ne savez pas poser vos limites, ou si vos limites sont mal posées, la personne, elle va venir chercher, gratter votre limite, voir à quel niveau elle va lâcher. Mais ça ne veut pas forcément dire que moi-même, je suis agressive. Non, ça dépend des cas. Mais de toute manière, si vous n'êtes pas agressive, vous n'aurez pas affaire à des gens agressifs. Parce que votre comportement va désamorcer l'agression. Pareil, je vous prends un exemple. Vous avez un exemple un exemple parmi tant d'autres qui est très connu, c'est la dispute en voiture. Le mec sort de sa voiture, ouais, je vais te casser la tête. Le mec en face, il reste calme, il parle posément. Le mec, l'agressivité, elle va off. Elle va, parce qu'il ne trouve pas réponse. Il faut bien vous dire que dans la relation à l'autre, il ne peut y avoir que quelque chose quand l'autre trouve réponse. S'il ne trouve pas réponse, il n'y a rien. D'accord ? Donc ça ne peut pas. C'est comme le cas que disait madame, le pervers narcissique, s'il n'y a pas réponse en face, s'il n'y a pas moyen d'être pervers avec la personne, il n'y a rien, il va aller ailleurs. Oui, mais ça c'est sa propre correction à lui. Ça c'est à lui à corriger. D'accord ? Chez les victimes, il n'y a pas parfois une forme de masochisme inconscient ? La victime, elle peut prendre plusieurs formes. Soit ce sont des gens qui sont dans le sacrifice. Donc pour être dans le sacrifice, il faut être victime. D'accord ? Voilà. Soit ce sont des gens qui peuvent être maso. Aussi, ça fait partie des paramètres et des critères qui font que vous vous retrouvez dans des relations sacrificielles. Et voilà. Après, il y a aussi une question que quand vous êtes dans le sadomasochisme, ça vient souvent de l'éducation qui fait que plus tard vous réalisez dans la douleur. Quand les parents n'ont pas donné la bonne, alors je ne vais pas vous faire un coup de psycho là, c'est pas le but, mais quand les parents n'ont pas donné la bonne forme d'amour, d'accord, ça crée un problème chez l'enfant à l'âge adulte. Je vais juste vous citer un exemple, puisque c'est madame qui parlait tout à l'heure d'être rassurée, c'est vous ? Sur le fait... Finalement, on pouvait répéter les schémas dans l'enfance, dans le couple et dans le professionnel, finalement, de harcèlement. Parce que finalement, on a été conditionné depuis l'enfance, et donc finalement, on a une faille, une peur en soi, qui fait qu'on va se retrouver toujours face à un parent narcissique. Voilà. Donc, moi, l'exemple que je vais vous prendre, il va être plus simple, c'est pour que tout le monde puisse conscientiser la chose. Par exemple, quand l'enfant est petit, et que les parents, quand l'enfant vient il a fait un dessin à l'école, il vient voir les parents, il dit « Papa, maman, regardez, j'ai fait un beau dessin », et que les parents ne lui inculquent pas la confiance en soi en lui disant souvent ou chaque fois qu'il vient avec ce genre de demande en lui disant c'est bien, tu as bien travaillé, tu as fait un joli dessin, bon je vous passe tous les arguments, hein. Voilà. C'est comme ça que l'enfant
va construire sa confiance en lui et que plus tard, ça fera un adulte qui aura confiance en lui. Si chaque fois où le gamin il ramène un décès, un truc qu'il a fait ou quelque chose et que les parents ne le confortent jamais, ne le mettent pas dans la confiance en lui disant « Ah ben c'est bien mon petit, t'as fait une belle cabane, t'as fait un beau dessin, t'as fait un beau trou, là, ce que t'as fait c'est bien. » Voilà, et bien l'enfant, ça va devenir un adulte qui ne va pas avoir confiance en lui. D'accord ? Donc il y a des choses qui viennent de l'enfance, mais tout ne vient pas de l'enfance. Après, il y a des bugs dont on est porteur, d'accord ? Alors qui peuvent être des bugs porteurs de cette incarnation-là, parce qu'il faut travailler ce genre de comportement. Vous avez des bugs qui sont générationnels, c'est-à-dire, par exemple, vous trouvez des divorcés dans des lignées où toutes les femmes sont divorcées, mais pas les hommes. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un bug de lignée qu'il faut corriger. Voilà. Après, bon, ou alors, à contrario, vous avez des hommes célibataires dans toute la lignée. Donc là, il y a aussi question à se poser. Donc si vous voulez savoir comment vous vous comportez par rapport à votre état amoureux ou par rapport à ce dont vous avez à corriger, vous avez tout ça à regarder déjà dans votre vie. Donc ça vous demande de faire un petit retour sur soi et de regarder ces diverses relations, comment elles se sont mises en place et comment elles se sont programmées et pourquoi elles ont fini et ce que ça vous renvoie. D'accord ? Voir ce que vous avez à corriger ou ce que vous avez corrigé grâce à la relation et ainsi de suite. Vous pouvez avancer et arriver à des relations de plus en plus adaptées à ce que vous êtes et à ce dont vous avez besoin. En tant qu'être, j'entends, pas en tant qu'ego. Si on a décidé de ne plus avoir besoin. Moi, je vous répondrai qu'une chose, c'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Et quand on a décidé de ne plus avoir besoin, sous-entendu que vous n'avez plus de besoin évolutif. Parce que la relation à l'autre, ça fait partie des domaines qui font qu'on évolue. D'accord ? Si moi, je me mets toute ma vie devant un mur, je ne vais pas évoluer grand-chose. D'accord ? Puisque le mur, il ne me renvoie rien. Si je n'ai pas de relation à l'autre, le mur, il ne va rien me renvoyer, donc je ne vais pas pouvoir progresser dans mon évolution. Donc l'autre, c'est-à-dire tous les contextes qu'on va rencontrer avec d'autres personnes, servent à évoluer. Alors, plus vous êtes dans l'ego, et moins vous êtes ouvert à ce genre de démarche, d'accord ? Et plus vous sortez de votre ego, plus vous vous tournez vers l'autre, et plus vous avez des contextes qui sont correctifs et évolutifs. De toute façon, je pense que déjà le simple fait d'être sur la Terre, c'est qu'on a des besoins. Sinon, on ne serait pas là. Ben oui, on a des travaux à faire. Il n'y a personne qui n'a pas de besoin évolutif. Non, mais maintenant, je comprends ce que madame veut dire dans le sens où vous avez des gens qui se retirent. D'accord ? Ils vont se mettre dans des cloîtres. Vous avez un Indien qui s'est mis dans une pièce pendant 25 ans, puis il n'en est pas sorti. D'accord ? Mais après, moi, je vous donnerai jamais mon avis personnel dans les conférences. Hein. Je vous informe de plein de choses, mais mon avis personnel, vous ne l'aurez pas. Donc, je vais vous répondre par rapport à la littérature existante. Les gens qui se retirent du monde, il n'y en a que deux sortes. Soit ce sont des gens qui sont très éveillés et qui ont un rapport au monde de connexion mentale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables de se connecter à l'inconscient universel pour pouvoir avoir accès justement à la relation à l'autre, mais sous un état différent de celui qu'on le conçoit en tant qu'ego, d'accord ? Ou alors ce sont des gens qui se leurrent et qui se mettent en retrait parce qu'ils sont dans une démarche métaphysique, qui pensent vraiment être au-dessus des autres et qui se disent ils ont un ego encore surdimensionné qui font croire que eux ils sont au-dessus du panier. Ils sont à eux-mêmes. Hein ? Ils sont à eux-mêmes, ils s'illusionnent. Ils se leurrent. Voilà. Par contre, on peut avoir des tas de relations amicales et à un moment donné se dire la vie amoureuse, je fais un sommeil parce que. Oui. Mais vous êtes mais vous êtes toujours dans la relation à l'autre. Parce que les amis, voilà.
Madame parlait de se retirer, de ne plus avoir de besoin. On peut se retirer de la relation amoureuse. Non, de la relation. Moi, j'ai compris. Parce que ce monsieur à qui il pensait a décidé d'aller vivre dans une maison qu'il a dans l'arrière-pays. Oui. Vivre seul comme un ermite. Voilà, eh ben, ça c'est se retirer de la relation, c'est bien ce que j'avais compris, de se retirer. Eh ben, vous avez que deux genres de personnes qui font ça. Je vous l'ai dit, des gens qui sont très éveillés, et vous avez des gens qui, à contrario, ont un ego tellement puissant qui ne pensent ne plus être à leur place dans ce monde voilà, ils sont au-dessus du panier, ils sont plus à leur place dans ce monde, donc ils se retirent.